Nous allons commencer ce troisième temps en donnant la parole à Monsieur Éric David, qui est chef de service économique de la représentation française auprès de l'OCDE et qui va nous parler du pacte de Paris pour les peuples et la planète. Bienvenue et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, je vais parler de financement et je vais parler d'argent. Je vais commencer par faire quelques constats. Le premier constat, c'est pour dire que l'aide publique au développement, historiquement et en volume, elle n'a jamais été aussi élevée dans le monde. On dépasse cette année les 200 milliards de dollars. Et pour autant, ce sont des montants qui sont faibles face aux besoins. Les besoins, quand on essaye de les chiffrer, c'est jamais quelque chose de simple. On obtient à peu près 2000, 3000 milliards de dollars chaque année pour atteindre les objectifs de développement durable en matière de lutte contre la pauvreté, auquel il faut ajouter à peu près le même montant, 2000, 3000 milliards de dollars en matière de transition climatique dans les pays en développement, et auquel, c'est pas souvent cité, mais c'est aussi un pays récipiendaire de l'aide publique au développement, il y aura le coût de la reconstruction de l'Ukraine, dont on peut estimer, selon les études les plus raisonnables, que le montant sera à peu près du même ordre de grandeur à son tour. Dit autrement, pour combler les écarts de financement entre d'un côté l'aide publique au développement et d'autre part les besoins de financement, il faudrait multiplier l'aide publique au développement par 20, 30, voire plus. Ce qui, compte tenu des cadres budgétaires, n'est pas possible. Deuxième constat, c'est l'existence d'acteurs non étatiques. Si l'argent qui vient du Nord n'est pas suffisant par des fonds publics, il peut aussi venir d'acteurs non étatiques. Et là, il y en a de deux ordres. Soit ce sont des flux privés de marché, j'y reviendrai parce que c'est probablement là qu'est le gisement de flux financiers le plus important. Soit ce sont des financements privés qui ne sont pas au marché, et des financements privés qui ne sont pas au marché, ça porte un nom, ça s'appelle la philanthropie. J'attire votre attention sur le fait que dans les données de l'OCDE, qui sont les plus poussées en la matière, si on additionnait toutes les actions menées par les fonds philanthropes dans les pays en développement, grosso modo, la philanthropie, si c'était un pays, ça serait à peu près l'équivalent de l'aide publique au développement du Royaume-Uni ou de la France, en volume. Troisième constat, si cet argent ne vient pas du Nord, public ou privé, il peut aussi venir du Sud. Dit autrement, il y a une ressource qui est sous-utilisés dans les pays en développement sont les impôts, tout simplement. Le taux de prélèvement obligatoire moyen dans un pays d'Afrique subsaharienne, c'est 16% du PIB. Alors il y a une chose dont on parle souvent en France, c'est le taux trop élevé des prélèvements obligatoires. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand c'est pas assez, on a aussi un problème pour développer les infrastructures. Et il est clair que dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, c'est pas assez. Regardez, par exemple, le taux de prélèvement obligatoire sur PIB du Nigeria à 5,5%, de la République démocratique du Congo à environ 7%, ou de la Guinée équatoriale à 8%. Si vous voulez comparer l'Afrique avec d'autres pays en développement, le taux de prélèvement obligatoire en Amérique latine, qui est probablement pas assez élevé, il est quand même un peu plus, puisqu'il est à 22% du PIB, et on dépasse allègrement les 30% dans les pays de l'OCDE. Donc ça, c'est les trois constats. Face à ces trois constats, il a fallu essayer de chercher des réponses. C'est ces choses-là qui ont été discutées en juin dernier lors de la conférence qui a eu lieu à Paris et qui a donné lieu à la signature du pacte de Paris pour les peuples et la planète, qui comprend 4 objectifs. Le premier, aucun pays ne devrait avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la préservation de la planète. Dit autrement, entre les objectifs de développement durable en matière de pauvreté et les objectifs de développement durable en matière de climat, on ne choisit pas. Ça n'a pas de sens d'aller construire une centrale à charbon au beau milieu de l'Afrique subsaharienne parce que sinon on rend la zone encore plus inhabitable. Et la réciproque est tout autant vraie, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de juste lutter en matière de changement climatique si on ne fait rien en matière de lutte
contre la pauvreté. D'ailleurs, il y a des interactions entre les deux qui sont assez notables. Deuxième élément, chaque pays adopte une stratégie qui lui est propre en matière de transition en tenant compte de ses besoins et de ses contraintes. Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il y a une décentralisation, ce n'est pas une mécanique complètement centralisée. Troisième élément, c'est la nécessité d'un choc de financement public pour aider les économies vulnérables à sortir les populations de la pauvreté tout en protégeant la planète. C'est les chiffres publics que je donnais tout à l'heure, mais je vais y revenir dans les actions qui ont été entreprises. Et quatrième objectif du pacte de Paris pour les peuples et la planète, c'est d'avoir un plus grand effet de levier pour démultiplier les financements privés sur les enjeux planétaires. C'est là qu'il y a une sorte de canal de dérivation à mettre en place pour que les flux qui sont aujourd'hui, les flux privés de marché, qui sont aujourd'hui essentiellement des flux nord-nord, on a une partie qui puisse arriver dans le sud avec des flux positifs, parce qu'avec la remontée des taux d'intérêt, on est dans une situation où finalement les flux privés, ils sont presque plus élevés en termes de remboursement qu'en termes de réception. Alors face à cela, quelles sont les différentes actions? Alors, la première action, elle passe bien dans cette terminologie anglaise, c'est do not harm. C'est essayer au moins de ne pas faire mal. À défaut de faire bien, au moins ne pas faire mal. D'où les programmes de sortie des énergies fossiles. Alors les premières choses à faire en matière de sortie des énergies fossiles, c'est d'essayer de prendre les plus sales et c'est d'essayer de couper les financements publics qui y sont liés. Alors les financements publics qui sont liés à des énergies fossiles, il y en a trois genres. Soit c'est de l'aide publique au développement, soit c'est du financement export, soit c'est des impôts nationaux. Alors les impôts nationaux, c'est la responsabilité des pays en développement, mais les deux premiers, c'est la responsabilité des pays développés qui les émettent. Donc il y a des accords qui ont été pris. Les accords en matière de fin des financements en matière d'énergie fossile ont été signés par 30 pays, pas la totalité des pays de l'OCDE, par 30 pays, il en manque certains. En matière de financement export, il ne concerne pas toutes les énergies fossiles, il concerne que une partie du charbon, unabated coal, comme on dit en bon français. Naturellement, on assiste quand même globalement à une décroissance de ces financements. Mais il en reste quand même. Deuxième action, c'est respecter les promesses qui ont été tenues sur la finance climat. Alors, les promesses elles datent de l'époque de Copenhague, en 2009. Alors aujourd'hui, ça tombe plutôt bien, puisque c'est aujourd'hui que les chiffres sur la finance climat sont annoncés. Donc le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a annoncé qu'on avait dépassé les fameux 100 milliards de finances climat à destination du Sud, de l'ordre de 115 milliards, à peu près avec une grosse composante de financement public concessionnel. Alors je sais qu'il y a des débats sur les chiffres. Je m'attarderai quand même un instant sur le fait que une bonne APD n'est pas nécessairement une APD qui se fait en don. D'un point de vue financier, ça n'a pas de sens. Une bonne APD, c'est une APD qui est efficace et qui est équilibrée. On peut très bien avoir des prêts qui peuvent être plus efficaces que des dons. Si ces prêts sont concessionnels et ont un effet de levier qui est plus important, il vaut mieux avoir un prêt de 100 avec un élément don de 10 qu'un don de 10 et même parfois un don de 20. Ça dépend ce qu'on fait. Et ça dépend comment on l'utilise. Faire un don pour sauver de la mangrove, c'est logique. Faire un don pour construire une station d'épuration des eaux, c'est pas si évident que ça soit le plus pertinent d'un point de vue financier. Et donc ça se discute. Je referme la parenthèse, je prendrai les questions s'il y en a sur le sujet. Et donc on a dépassé en 2022, parce qu'il y a un petit décalage temporel dans la capacité de récolte des chiffres, on a dépassé en 2022 cet engagement à atteindre la cible des 100 milliards de financement climat. Deuxième action à prendre, c'est la dynamique de mobilisation des droits de tirage spéciaux en faveur des plus vulnérables. Là encore, comment faire en sorte que, alors là c'est l'argent du FMI, donc que les droits de tirage spéciaux tels que il a été acté en août 2021 puissent avoir un impact positif dans les pays les plus pauvres. Alors là, en l'espèce, c'est à travers une entité qui a été, un instrument qui a été créé en 2022 qui s'appelle le Fonds fiduciaire pour la résilience et
la durabilité qui est maintenant opérationnelle avec des engagements qui devraient être de l'ordre de 29 milliards sur la période 2022-2025. Troisième élément, troisième chose à faire, c'est la réforme des banques multilatérales de développement. Ça, c'est la réforme de la Banque mondiale avec un narratif qui a été quand même pas mal modernisé, accompagné par la réforme aussi des autres institutions multilatérales de financement. Ça a été annoncé au sommet du G20 de Delhi avec des cibles qui sont plus élevées et un narratif qui est quand même assez conséquemment modernisé en termes de lutte, de combinaison de lutte contre la pauvreté et de lutte contre le changement climatique. Avec la même chose pour l'AID. Quatrième élément, c'est la question de la dette. C'est comment répondre à l'endettement des plus vulnérables et mieux intégrer la vulnérabilité climatique dans le financement international. L'un des sujets en la matière, c'est comment faire entrer dans les éléments de prêt qu'on fait une composante climatique. Dit autrement, c'est comment faire en sorte qu'on puisse suspendre une dette en cas d'incident climatique majeur. Vous êtes le Pakistan, vous prenez des tempêtes abominables. Comment est-ce qu'on fait pour avoir à l'intérieur des prêts qui ont été faits des clauses collectives de suspension de dette? C'est des choses qui commencent à être mises en place. C'est pas le cas sur tous les instruments. Ça existe dans le cas des prêts du Trésor français. Ça commence à être le cas dans les prêts de l'AFD. Et l'idée, c'est d'avoir des clauses communes qui permettent d'avoir ça dans les différents prêts. Cinquième élément, c'est ce qu'on appelle les travaux sur les financements innovants. Je vais m'arrêter une seconde sur le sujet. Alors, c'est un joli nom. Faut pas laisser à penser qu'il y a de l'argent magique, ça n'existe pas. Financement innovant, c'est pour dire est-ce qu'on pourrait arriver à mettre en place certaines formes de taxes qui permettraient de dérouter une partie de l'argent de certains bénéfices vers le développement, la lutte contre le changement climatique, et le développement, quelque chose de ce goût-là. Alors attention, il y a une question d'ordre de grandeur. Je vais vous donner un exemple. Si demain, on taxait chaque baril de pétrole d'$1, on obtiendrait à peu près, alors ça dépend comment on compte, on obtiendrait entre 30 et 50 milliards de ressources supplémentaires. Alors c'est bien, hein, je ne dis pas le contraire, je ne nie pas ça. On obtiendrait à peu près l'équivalent de l'APD américaine, peu ou prou. Mais on est très très loin des chiffres que je vous donnais au début en ordre de grandeur. Donc c'est pas un game changer majeur. C'est un élément de la réponse, mais il ne peut pas être le seul élément. Alors, il y a des choses qui sont discutées, par exemple, les questions de super profit, qui sont aussi discutées à l'OCDE dans le cadre des accords fiscaux. Il y a la question de la taxation de certains modes de transport maritime, de certains biens qui sont particulièrement consommateurs en termes de CO2. Mais encore une fois, attention, je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis juste qu'on n'est pas dans la bonne échelle pour changer totalement, répondre totalement aux besoins. Sixième élément, il y a une question de gouvernance. Alors, il y a des choses qui ont déjà été faites, par exemple la question de la validation d'un troisième représentant africain au conseil d'administration du FMI. Il y a des questions qui peuvent se discuter aussi sur les quotes-parts. Il y a des discussions qui ont lieu aussi sur la manière dont les représentations se font au sein du G20 avec maintenant un nouveau membre permanent qui est l'Union africaine. Mais ce qui est important, c'est d'avoir tout le monde autour de la table pour pouvoir en discuter. Et puis le dernier élément, je vais prendre, si vous me permettez, je vais prendre quelques minutes sur le dernier élément qui est l'effet de levier pour réduire les risques envers le secteur financier qui voudrait intervenir dans les pays en développement. C'est probablement là qu'il y a les sources les plus importantes, le gisement le plus important. Je vais dire les choses de manière... je vais essayer de les dire de manière le plus directe. Nous avons des règles financières qui sont excellentes en matière de stabilité et qui ont permis de rétablir un équilibre financier acceptable après la crise de 2008. Et on a créé des normes qu'il ne s'agit pas de défaire. Pour autant, ces normes, sans les défaire, on peut probablement
les adapter. Les adapter aux besoins du développement. Ces normes, elles ont été essentiellement conçues pour arrêter la crise de 2008 et elles ont essentiellement tourné vers les pays développés. C'est les règles de Bâle III, c'est les règles Solvency II en Europe, mais elles ont un effet qu'on n'avait pas complètement perçu tant que les taux d'intérêt étaient très bas. Quand les taux d'intérêt étaient très bas et la liquidité était abondante, il y avait des flux privés assez importants qui partaient des pays développés et qui allaient dans les pays en développement. C'est ce qu'on a connu durant la dernière décennie, jusque vers 2020-2021. Quand les taux d'intérêt remontent, il y a une sorte d'effet d'éviction des pays en développement, qui sont les premiers pénalisés. Alors, évidemment, il y a des choses qu'il faut regarder de près. Il ne s'agit pas de défaire ce qui a été fait dans Bâle III, mais il s'agit de regarder des choses qui peuvent, pour certaines, être pas adaptées à certains paramètres. Je vais vous donner un exemple. Dans un modèle standard qui suit les règles de Bâle III et qui suit les règles de solvabilité 2, un projet d'infrastructure, il va nécessiter une charge de capital de 25% si vous êtes dans un pays de l'OCDE et de 49% si vous n'êtes pas dans un pays non membre de l'OCDE. Pourquoi pas? Mais moi, ce qui me gêne, c'est que la barrière, elle n'est pas à raison du risque qu'on charge comme provision dans une banque. Quelque chose qui soit proportionnel au risque est une logique de marché. Et pour un acteur privé, c'est assez logique. Mais qu'on le fasse sur le fondement d'un critère qui est purement géographique, je suis dans l'OCDE, je ne suis pas dans l'OCDE, ça c'est un sujet qui peut prêter à discussion. Et le nombre d'exemples en la matière est relativement élevé. D'où la nécessité de probablement mieux travailler avec les agences de notation privées, agences de notation publiques, parce que à l'OCDE, il y a aussi des notations publiques, ça s'appelle le risque pays de l'OCDE, et c'est là-dessus qu'on calcule et qu'on tarifie les financements à l'exportation, dont certains vont en Afrique. Il pourrait être intéressant de regarder comment fonctionne ce modèle de notation, de voir pourquoi il y a autant de pays africains qui sont sur la note la plus basse, pourquoi presque la quasi-totalité des pays d'Afrique subsaharienne sont dans cette notation la plus basse, et de voir si on ne pourrait pas, par exemple, avoir un peu plus de granularité pour différencier entre ceux qui ont fait des réformes et ceux qui en ont fait un petit peu moins. Et ça permettrait probablement de redistribuer un certain nombre de flux et d'intégrer plus avant le continent africain et sa partie subsaharienne dans les flux financiers mondiaux qui sont probablement les seuls à même, en termes de volumétrie, de répondre aux enjeux. Voilà, je peux aller plus loin, notamment sur ce dernier point, mais je préfère m'arrêter, j'ai vu des panneaux. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui m'a interpellée particulièrement, je vais la mettre en premier, c'est sur, en fait, est-ce que l'OCDE a une idée de est-ce que l'argent qui est distribué est bien utilisé? Est-ce que, voilà, quelle est votre évaluation sur où va l'argent, comment il est redistribué, est-ce qu'il est efficacement... voilà. Alors, il y a des mesures, naturellement. Donc, il y a toute une partie de l'OCDE qui travaille en matière de développement. En matière de développement, la taille du secrétariat de l'OCDE, c'est presque 300 personnes qui travaillent exclusivement sur ce sujet-là à l'intérieur de l'OCDE, auquel il faut ajouter les gens dans les États membres. Et sur les 300 personnes, vous avez une bonne proportion de statisticiens. Donc, ce qu'on a à disposition, c'est un outil qui est quand même assez puissant, parce qu'en fait, chaque État membre de l'OCDE notifie à l'OCDE la totalité de ses projets en développement. Donc, la France, elle notifie tous les ans la totalité de ses projets en développement, qui passent par l'AFD, qui passent par Proparco, qui passent par Bercy, qui passent par le Quai d'Orsay, et toutes les autres institutions font pareil. Et moi, en tant que représentant français, je peux aller regarder ce qu'a fait la Suède en 2022. Et ensuite, les statisticiens de l'OCDE, ils analysent, ils ont des mesures d'efficacité de l'aide, c'est-à-dire qu'on reprend ligne à ligne avec des mesures d'impact. Alors, on peut toujours faire mieux, honnêtement, on peut toujours faire mieux, mais ça se mesure, et par rapport à ce qui se faisait notamment dans les années 90, on est quand même sur un caractère scientifique qui est clairement plus élevé que ce qui existait il y a 20-25 ans. Et ensuite, au national, parce que cette mesure multilatérale se double de mesures nationales, vous avez des entités qui s'occupent de l'évaluation de l'aide qui sont de meilleure qualité que ce qui existait il y a 25 ans. Donc au total, la réponse est quand même plutôt oui, puisque comme toute évaluation, c'est toujours perfectible. D'accord, merci. Il y a aussi une question sur
Pouvez-vous revenir sur les cas pour lesquels les prêts sont plus financièrement intéressants que les dons? Donc, j'imagine plus efficaces dans le terme intéressant. Et je mettrai aussi dans les prêts peut-être la notion aussi de crowdfunding qu'on voit aussi parfois. Donc, mais je peux en rajouter, il y a plein d'autres choses. On peut rajouter des garanties qui peuvent être plus efficaces. On peut rajouter des prises de participation au capital qui peuvent être plus efficaces. En fait, il y a une multiplicité d'instruments financiers et au fond, tous les instruments financiers qui sont à votre disposition au national, en secteur privé, sont aussi utilisables en matière de développement. Ça ne se limite pas à juste faire du don. Je vais prendre un exemple. Je vais reprendre mon exemple de station d'épuration des eaux. Bon, station d'épuration des eaux, admettons qu'elle soit, on va dire, elle coûte 300 millions. Bon, une grosse station pour une bonne grande ville dans un pays en développement quelconque. Si vous n'avez pas ces 300 millions d'euros à votre disposition parce que vous les avez utilisés pour des choses qui sont complètement non rentables, non facturables. Sauver la mangrove, sauver les coraux. Là, vous n'aurez jamais d'intervention mixte. Ça n'existe pas en fait. Et vous allez prendre votre argent purement public pour faire ça. Simplement, vous allez manger une partie de votre argent public pour faire ça. Et donc, vous allez en avoir moins. Admettons que vous n'ayez pas les 300. Si vous faites que du don, et qu'il vous reste 200. 200 sur 300, soit vous n'avez pas de station d'épuration des eaux du tout parce qu'il vous faut 300 pour qu'elle fonctionne, soit vous la faites moins bien, soit vous la faites plus petite. Si vous le faites en prêt, le prêt il va budgétairement vous coûter moins cher. Ça ne veut pas dire que le prêt ne vous coûte rien ou ne rapporte rien. Encore une fois, on n'est pas dans un prêt comme vous et moi quand on veut acheter un appartement. On est dans des prêts qui sont concessionnels avec des éléments non qui peuvent dans certains cas être assez substantiels. Donc vous êtes largement en dessous du marché. Si vous êtes sur des PMA, vous êtes sur des éléments dons à 50%, donc avec des prêts à durée très longue, avec des périodes de grâce très longues et avec des taux d'intérêt très bas. Et là, non seulement vous allez probablement avoir la liquidité pour faire les 300 millions, mais vous allez probablement même avoir la liquidité pour faire 600 millions ou 900 millions. Et au lieu d'avoir 0 station d'épuration des eaux si vous faites que du don, vous allez peut-être en avoir 2, peut-être 3. Et à la fin, ce qui compte, c'est peut-être ça aussi. Et donc, la bonne réponse, c'est utilisons toute la gamme d'instruments, toute la palette d'instruments pour augmenter l'efficacité et être le plus efficace. Là où on peut aller encore plus loin et ne même, parfois, pas faire de prêt. Aller sur de la garantie. Vous avez 0 décaissement du nord vers le sud, mais vous avez juste apporté la garantie. Et cette garantie, elle est suffisante pour faire passer le seuil de rentabilité à un projet. Et ce faisant, ce projet, il existe. Donc, je vais vous poser une question du coup qui est en lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a un conseil qui est fait en fonction des projets pour savoir quel est le meilleur instrument de financement ou... Alors oui, il y a plusieurs éléments. Il y a ce que souhaite le pays en développement. Moi, il faut se placer du point de vue du gouvernement local, à la fois de la collectivité locale qui va avoir la fameuse station d'épuration. Il faut aussi se placer du point de vue du ministre des Finances locales, qui il va prendre du don, mais il peut aussi être intéressé par des garanties. Il peut, et ça commence à émerger, être intéressé par des prises de participation au capital, et c'est un dialogue qu'il faut avoir avec le pays en développement. Et c'est un dialogue qui est à la fois multilatéral et bilatéral. Et c'est par ce canal-là, qu'on obtient une démultiplication de ce qu'on ne pourrait pas avoir par le don. Parce qu'au fond, le don, c'est 1 euro qu'on prend à gauche, on le transfère et on le met à droite. Mais à la fin, vous avez toujours 1 euro. D'accord, merci. Alors, j'ai aussi une question parce que je pense que beaucoup de personnes mettent votre intervention en regard d'autres interventions qui sont sur la dépendance en fait de l'Afrique à des flux qui viennent pas d'Afrique, enfin qui viennent plutôt du Nord. Alors, est-ce que le financement privé du développement, bien que permettant des levées de fonds plus importants dans le monde, dans le modèle actuel, ne contribue pas à la continuité de la dépendance des pays du Sud? Donc, voilà. Donc, répondre à cette question, moi, plutôt chaude, je pense. Oui, mais c'est un sujet qu'il ne faut pas hésiter à aborder. La question, il faut poser la question de c'est quoi la dépendance? Est-ce que le fait qu'une entreprise soit partiellement à capitaux étrangers, c'est une dépendance ou au contraire une ouverture? Moi, je vais renverser la question. Qu'est-ce qui, selon la personne qui a posé la question, qu'est-ce qui est le mieux pour l'ouvrier qui est à Belfort? Est-ce que c'était ne plus avoir d'usine ou est-ce que c'était Alstom racheté par des capitaux étrangers, en l'espèce américain? Mais on peut poser exactement la même question pour les pays en développement. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est avoir
un système électrique financé avec des prêts, financé avec des garanties, même éventuellement dont une partie appartient à des entreprises étrangères, plus développées? Ou est-ce que c'est essayer d'avoir tout au national? L'expérience historique montre quand même que plus le pays est ouvert aux capitaux étrangers, plus le pays est ouvert au commerce étranger, plus il se développe. Et plus il est autarcique, moins il se développe. L'histoire économique du monde sur les 3 derniers siècles, et même avant, elle est peuplée de ces exemples-là. Et donc, moi je serais tenté de dire, c'est pas une dépendance, c'est une interaction, c'est une ouverture, si on veut utiliser le mot, une interdépendance, une intégration dans les flux mondiaux. Et plus vous allez être intégré, plus vous allez vous enrichir. Alors, c'est à vous ensuite de savoir où vous fixez vos limites et où commence la difficulté vis-à-vis de l'extérieur. Mais je ne pense pas qu'il faille avoir peur de l'extérieur, au contraire. J'en prends. Il y a beaucoup de questions, effectivement, sur ce sujet. Mais il y a des questions longues, en fait. Donc, c'est assez difficile de... alors, je vais en prendre une que j'ai pas pré-relue. Connaît-on le ratio qui exprime, pour le total des financements APD accordés, la part consommée par les agents d'État? Ah oui, maintenant, en fait, ça, vous y avez déjà répondu. Pourquoi ne pas prendre en compte la partie démocratie dans la combinaison pour la lutte contre la pauvreté et les changements climatiques dans le cadre du pacte de Paris? C'est une bonne question. C'est un sujet important, beaucoup discuté, avec une réponse pas simple du tout. D'abord, il faut arriver à définir ce que seraient des critères démocratiques. Pas évident. 1. 2. Si on dit les choses, les gaz à effet de serre, ils se fichent des frontières et ils se fichent un peu de la démocratie aussi. Ils passent par-dessus la frontière. 3. Le monde n'est pas blanc ou noir. Qu'est-ce qu'on fait en face d'un pays qui a des éléments démocratiques mais imparfaits? On arrête? Si on arrête, on ne l'aide pas. Et si on ne l'aide pas, on risque de l'entraver sur son chemin démocratique. On risque d'avoir en fait l'effet inverse de ce qu'on voulait faire. Donc il y a un équilibre à trouver qui se fait aussi expose dans les évaluations dont je parlais sur la première question, qu'il faut arriver à trouver entre prendre des éléments, les encourager sur le chemin et du verdissement et de la démocratie, et ne pas s'arrêter uniquement à ça, parce que sinon, à la fin, vous allez avoir des trous dans la raquette, et des trous dans la raquette en matière climatique, on sait tous que c'est, in fine, catastrophique comme résultat. Merci beaucoup.